Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport, l'Afrique représente environ 30% des réserves mondiales de matières premières minérales non énergétiques, bauxite, cuivre, cobalt, etc. et produit près de 60 minerais et métaux. Selon des estimations, 40 millions de personnes sont employées par le secteur de l'artisanat minier. Nous verrons dans cette émission comment ce secteur est organisé en Afrique. Et on a le privilège de recevoir Soro Oumar. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, monsieur Oumar. Vous êtes président du conseil d'administration de la Fédération africaine des artisans miniers. Avec vous, nous allons parler de ce secteur. Quand on parle d'artisans miniers, de qui est-ce qu'on parle concrètement et qu'est-ce que ces artisans miniers font au quotidien en termes de travail? Merci bien, monsieur Oumar, pour l'opportunité. En effet, l'artisan minier, on peut le définir comme étant une personne ou un groupe de personnes. Très bien. Qui exercent une activité minière à petite échelle, en utilisant des méthodes et des outils simples. Ce qui l'intéresse particulièrement, c'est les minéraux et les pierres précieuses, telles que l'or, le diamant, on trouve aussi parfois le cuivre ou même le coltan. Voilà. Donc, il est exploitant et commercialise ces produits miniers. Quand on entend l'or, on pense tout de suite à l'orpaillage, parfois clandestin. Est-ce que les artisans miniers, parmi eux, il y a des orpailleurs clandestins où il y a une différence? Merci bien. L'orpaillage en tant que tel a été vu sous un angle très péjoratif. Sinon, c'est le métier d'exercer une petite mine qui est l'orpaillage. Maintenant, le clandestin qui s'ajoute fait qu'on a hérité d'une situation qui a commencé par la clandestinité, surtout en Côte d'Ivoire. Et souvent, c'est la même chose dans beaucoup d'autres pays. Et la clandestinité ayant dévancé l'activité normale, donc on rime tout de suite avec l'orpaillage, avec clandestinité. Sinon, l'orpaillage, c'est un métier à part entière qui est très, très régulé. Et qui a des règles et des fonctionnements. La fédération dont nous sommes en train de parler existe officiellement depuis 2024, janvier 2024, mais bien avant cela, on l'a dit hors antenne, vous meniez déjà des activités et vous avez senti le besoin de vous structurer. Comment est-ce que vos activités se passaient à telle enseigne que le besoin de se structurer, de se fédérer, vous est venu à l'esprit? Merci bien. Il faut dire que depuis 2006, nous avons été intéressés par le secteur. Bon, alors que nous étions jeunes étudiants, on a vu que ce secteur était beaucoup porteur. Et dans l'organisation, on a commencé par créer des coopératives. La première coopérative minière de Côte d'Ivoire, nous sommes participants à la création. Et quand on a eu, à partir de 2014, quand on a fini le code minier actuel, l'État a commencé à octroyer des autorisations. Donc, la clandestinité ayant dévancé le secteur, comme j'ai dit, il fallait que ceux qui ont des documents puissent se rassembler, accompagner l'État dans la lutte contre la clandestinité. En ce moment, on avait créé un groupement qu'on appelait le GPMASI, dont j'ai eu l'honneur d'être le secrétaire général et être en première ligne de l'accompagnement de l'État dans cette répression. Donc nous avons fait cette répression. Par la suite, on a voulu intégrer d'autres personnes. Nous avons été encore secrétaire général du signe GPMASI. Et notre rôle était au niveau de la sécurité et de la formation. Dans cette optique précise, nous avons mené beaucoup de combats aux côtés de l'État. Parce qu'il faut le dire, l'État travaille pour les opérateurs. Bien sûr. Et quand l'État est sur le terrain, si vous êtes organisé, vous devez l'accompagner et l'assister dans ce qu'il fait en votre faveur. Par la suite, on s'est rendu compte que le problème était encore persistant. Parce que tout simplement, beaucoup d'opérateurs sont non nationaux et se trouvent dans d'autres pays qui ont le même problème que la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Parce que quand vous avez une importation, une exportation frauduleuse en Côte d'Ivoire, dans un pays voisin, vous avez une importation frauduleuse. Et c'est ce qui a motivé qu'on a commencé à se rapprocher des autres associations pour vouloir rassembler et faire une lutte commune. D'accord. Pour parler de cette lutte commune, nous parlons tout de suite de la fédération dont vous êtes le président du conseil d'administration. Parlez-nous de vos missions précises. Bon, la mission principale est de développer l'artisanat minier de manière à ce qu'il puisse devenir un outil avec lequel les États comptent dans leur assiette fiscale et dans tous les projets, afin qu'il devienne un outil que toutes les structures financières peuvent approcher aisément. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Est-ce que le code minier, celui de 2014, favorise l'artisanat minier? Si vous vous organisez en fédération, quelle opportunité pour l'État, pour les États africains? Merci bien. Pour les États, je pense que l'intérêt est énorme que l'artisanat minier soit organisé. Le premier qu'ils ont, c'est la gestion de la ressource naturelle. Aujourd'hui, quand ce n'est pas organisé, la gestion de la ressource naturelle est un peu compliquée parce qu'il y a des parcelles qui sont octroyées à des grandes entreprises sur lesquelles on retrouve des artisans miniers qu'on ne peut plus formaliser. Ouais. Donc, du coup, c'est un problème. Et ces grandes entreprises aussi s'en plaignent. Ouais. Le deuxième élément, c'est que si nous sommes bien organisés, c'est un secteur de pouvoir d'emploi. Ouais. L'État gagne à avoir beaucoup d'emplois. Parce qu'on a dit, ce secteur emploie 40 millions de personnes à travers le monde. Et ce n'est pas exagéré du tout. C'est pas du tout exagéré. Et ça, c'est selon les chiffres officiels, sinon oui. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus parce qu'en dehors des emplois directs, il y a des emplois qui ne sont pas directs et qui contribuent au fonctionnement de l'artisanat minier. Il y a les fournisseurs de toutes sortes de biens et puis il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent de ça. L'État gagne encore à améliorer ce secteur parce que les conditions de travail actuelles, puisque ce n'est pas structuré, certaines conditions de travail sont très très compliquées pour les artisans miniers et ils ne peuvent pas se présenter officiellement de la mesure où ils sont illégaux. Donc il y a beaucoup de difficultés à exercer ce métier en toute sécurité. Et c'est aussi dangereux pour l'environnement parce qu'en se cachant, ils font ce qu'ils veulent et non ce qu'on leur dit de faire. D'où l'importance pour l'État, pour la préservation de l'environnement, du cadre de vie sociale et de l'économie, de vraiment accompagner ce secteur. Très bien. Ce qu'il y a de plus, c'est que l'État a vraiment un gros intérêt par rapport au renforcement de la gouvernance. Ouais. Parce que quand on parle d'illégalité, on parle de personnes qui agissent hors la loi. Ouais. Or, si on arrive à structurer, à maîtriser tout ce flux, l'État n'a plus ce problème je ne sais pas si c'est de défiance. On en a l'impression, mais ce n'est pas exactement le cas. On ne peut pas dire que c'est une défiance parce que ce sont des motivations personnelles ou économiques qui poussent les gens à le faire. Mais de loin, on a l'impression que quand il n'y a pas cette organisation, il y a une défiance de l'État et la gouvernance n'est pas toujours appliquée. C'est ce qui fait la récidive de tous les sites de gaspillage qui sont récolonisés, un peu comme si l'État n'était pas assez fort pour ça, mais ce n'est pas le cas. Et vous, au niveau de la fédération, vous en tant que PCA, en tant qu'organisation aussi, quelles sont, entre autres, quelques initiatives que vous avez prises? Bon, les initiatives sont nombreuses, mais nous n'allons pas les citer toutes, puisque vous avez dit que nous venons de commencer en janvier. Il nous est paru très important de pouvoir canaliser la partie non légale de l'exploitation. Il y a beaucoup d'autres défis. Okay. Mais le défi qui échappe à tout le monde, qui fait la récidive, c'est ce défi-là que nous voulons attaquer le premier. Mais comment arriver à le faire? Dans un premier temps, il est impossible d'avoir une autorisation artisanale, donc à petite échelle, sur en même temps, sur un permis autorisé à une grande société minière. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a déjà donné quelque chose à quelqu'un, il ne peut pas se dédier pour dire prends encore un autre. Donc, dans ce cas précis, nous avons réfléchi à sortir un outil qui permettrait cette cohabitation accompagnée par l'État. Et je dois revenir pour dire que le président, le ministre actuel, Sangafoua Mamadou Koulibaly, a fait un gros effort dans ce cas parce que la première difficulté qui était pour nous très très criard, c'est ceux qui voulaient se formaliser et qui avaient du mal à le faire. La signature n'était pas régulière, mais aujourd'hui, tous ceux dont les dossiers arrivent vraiment au cabinet, on a des signatures très très régulières. Donc ça, c'est vraiment, nous tenons à lui donner ce coup de pouce pour dire que nous reconnaissons ce qui est fait, mais nous voulons son accompagnement pour ce que nous allons faire. Parce que la partie non légale qui se trouve sur les grands permis doit être organisée. Nous avons un outil que nous allons mettre à l'épreuve du terrain. Parce que si vous donnez un résultat tout de suite d'un outil, ce n'est pas évident que ça marche tant que le terrain ne l'a pas testé. Donc nous avons un outil que nous avons sorti, il est au laboratoire, nous l'avons déjà sorti. Nous allons le confronter à l'épreuve du terrain. Nous allons approcher les grandes exploitations et l'État afin que nous soyons accompagnés ensemble pour mettre fin à cette partie qui n'est pas maîtrisable, c'est-à-dire l'exploitation illégale sur les grands permis. Et c'est là aussi vos perspectives? Tout à fait, ce sont nos perspectives immédiates. Sinon, à long terme, nous voulons avoir une représentation au niveau africain qui soit plus développée. Parce que le problème que nous vivons, on ne le vit pas seul. Et la traçabilité des produits exploités est très très importante. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on a pu avoir
ça va où, qu'est-ce que ça donne à la population comme PIB et qu'est-ce que ça donne à l'État comme taxes et revenus divers. Parce que justement, la norme ITIE, qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, exige que des données soient fournies sur les activités de ce secteur. Monsieur Soro Oumar, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes PCA, président du conseil d'administration de la Fédération africaine des artisans miniers. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.